va se mettre à table dans un instant, mais je vais quand même demander à tous les intervenants de cette table ronde de monter sur scène, hein, consacrée aux démonstrations spectaculaires. Donc Jean-Michel Courty est ici, il est physicien, professeur à Sorbonne Université et jeune youtubeur avec la chaîne Merci la Physique. À distance, via Zoom, nous aurons Justin Dillon, professeur de sciences et d'éducation environnementale à l'Université Exeter, président également de l'Association britannique pour l'éducation à l'environnement. Didier Roux, chimiste, membre de l'Académie des sciences et vice-président de la fondation La Main à la Pâte. Et enfin, Sabrina Fadloun, qui, vous vous en souvenez peut-être, était cette doctorante qui avait gagné le concours Ma thèse en 180 secondes en 2017, n'est pas là, mais nous a envoyé une petite vidéo. Et de façon brève, elle interviendra donc dans cette table ronde. Alors, évidemment, quoi de plus logique que de commencer par une expérience spectaculaire 80 ans, plus de 80 ans après Jean Perrin, qui avait effectivement lancé le Palais de la Découverte avec cette recette, entre guillemets, on va se demander si voilà, les démonstrations spectaculaires sont toujours d'actualité, s'il faut les faire évoluer. En tout cas, Jean-Michel Courty, qui est un adepte de ces démonstrations, est venu avec son sac de supermarché. Ah, il est caché avec plein de choses dedans. Et puis donc, il a fait dresser cette table et il va nous proposer, il va illustrer en fait différentes notions de physique. Elles ne font pas tout appel au même ressort narratif, aux mêmes émotions, au même support. Il nous expliquera pourquoi et ce qu'il cherche à atteindre avec tout ça. Alors, je vous laisse la main pour la table. Donc, merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup de cette invitation et de l'occasion de parler de quelque chose qui effectivement me passionne, ce sont les expériences de démonstration. Alors pour ouvrir cette table ronde, je me suis dit que le mieux c'était d'avoir cet exemple qui permettra après de discuter de quelque chose qu'on aura tous vécu ensemble. Alors bien sûr, ça n'a pas le caractère spectaculaire des expériences du Palais de la Découverte, l'électrostatique, l'air liquide, enfin tous les grands classiques. Mais cette petite expérience a le mérite au moins d'être transportable et d'avoir pu être mise dans cet amphithéâtre. Donc je vais vous la présenter comme je la présente très régulièrement, soit dans des conférences expérimentales qui sont des conférences grand public que je donne depuis une dizaine d'années avec mon collègue et ami Édouard Kerlik, soit en enseignement dans mes cours, et en particulier, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait cette expérience devant mes étudiants de première année. C'était le premier cours qu'ils avaient à l'université, module de physique. Voilà. Et donc, bon ben voilà, je vous la fais comme je la fais, et puis après, on pourra en discuter. Donc, eh bien, ici, nous avons une table avec... vous voyez, j'ai pris les... C'est pas du plastique, hein, c'est les verres en cristal de la maison. Chaque fois, ma femme grogne un petit peu, mais bon, comme je les ramène, ça se passe bien. Le premier cours, en fait, que je parle, c'est sur la physique en général. La physique, on raconte des choses, on écrit des équations, mais au final, est-ce qu'on y croit vraiment? L'idée, c'est de se dire que, en complément de ces équations, on pourrait essayer de la mettre à l'épreuve, cette physique, de regarder ce qu'elle nous dit, et puis de regarder si on y croit suffisamment pour mettre en danger les verres de cristal de la maison. Alors, de quoi il est question ici? Il va être question de la loi de Newton, l'accélération, le produit de la masse par l'accélération, c'est la force. Il se trouve que, quand on a une force de contact entre la nappe et une assiette, etc., cette force, elle ne dépend pas de la vitesse. Dès que ça glisse, c'est toujours la même force. Ce n'est pas la même chose que pour un cycliste ou une voiture, on va avoir une force qui va augmenter avec la vitesse. Là, la force, c'est toujours la même. Alors maintenant, mes objets, si j'agis dessus, si j'exerce une force, plus j'exerce une force pendant longtemps, plus l'objet va accélérer et acquérir de la vitesse. Si j'exerce une force pendant longtemps, par exemple, je prends la nappe et puis je commence à tirer très lentement, je vais agir pendant une grande durée et donc je vais communiquer de la vitesse, je ne le fais pas, je n'ai pas envie de tout faire tomber. En revanche, l'idée c'est de se dire que si j'exerce cette force qui reste petite pendant un temps très court, peut-être que je vais pouvoir réussir à ne pas donner de vitesse aux objets. Voilà, donc c'est ce que dit Newton, et donc on pourrait décider de s'arrêter, de dire, voilà, Newton l'a dit, on sait que c'est vrai, mais bon, l'idée c'est quand même de se dire, on va le mettre à l'expérience. Alors, ce qu'on peut même, c'est rajouter un petit peu d'eau dans le verre, parce que... Voilà.
Oui, alors voilà, c'est toujours chaque fois. Bon. Attention. Merci. Donc vous voyez déjà le premier mérite de cette expérience, c'est de réussir à se faire applaudir. Voilà. Donc quand on fait un exposé, ça fait toujours plaisir. Et puis quand le public applaudit, alors on applaudit parce qu'on est content, mais en fait on se souvient qu'on était content parce qu'on se souvient d'avoir applaudi. Qui a eu un doute? Ah, il y a quelques mains. Qu'est-ce que vous avez voulu Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Alors, ce que j'ai voulu montrer, c'est comment vraiment on pouvait le mettre à l'épreuve. Alors, après, j'explique ce qui se passe. Hein. Pour le faire, il faut une nappe sans ourlet, parce que sinon, ça va tout tirer. Et puis, en fait, le truc, c'est que là, on pourrait se dire que si ça marche, c'est parce que c'est moi qui l'ai faite, parce que j'étais entraîné. Et donc, le mieux, c'est que ça marche avec quelqu'un qui n'a pas l'entraînement. Donc, Sophie, si vous voulez, je vais vous demander de venir. Alors, on va prendre la partie... Au début, pour les gens qui ne savent pas, on prend juste avec l'assiette. Si vous voulez, je rajoute le verre. Mais, allez, on y va. Alors, on va rajouter le verre. On met les couverts. Alors, bien sûr, les fourchettes, hein, pas vers le bas, vers le haut. Voilà. Donc, pour prendre, je me mets en face. Donc, il faut prendre les mains serrées. Comme ça. Parce que si on prend les mains larges, on est comme ça fait une grande poche, ça entraîne tout. Donc les mains qui sont serrées, on va tirer vers le côté, on va rapprocher pour avoir... non, alors au niveau de la table, les mains, voilà, et on laisse une poche. Donc voilà, et là on se met comme ça. Ah oui, c'est technique quand même. Et donc là, vous voyez, ça permet aux mains de prendre de la vitesse et d'accélérer, et à ce moment-là, on va viser la ceinture. D'accord? Pas vers le haut, pas vers le bas, mais on vise vers la ceinture. Et bien, quand vous êtes prête, on peut faire la formule magique F égale MA, et sur A, on tire. Très bien. Voilà. F égale MA. Voilà. Donc, je ne vous avais pas prévenu de la participation. J'en atteste. Donc voilà, l'idée aussi, c'est de pouvoir faire participer le public. Donc la physique marche. Donc la physique marche. Et vous avez pris des risques. Et pas que pour les professionnels. Voilà. Et vous avez pris des risques. Donc il y a une notion qui est celle de la confiance. Exactement. Là, l'idée, quand je le fais à mes étudiants, je le fais toujours lors du premier cours, même si ce n'est pas un cours de mécanique, histoire de dire, eh ben voilà, cette année, on va faire de la physique. Et ben moi, les lois de la physique, j'y crois suffisamment pour pouvoir les mettre à l'épreuve là-dessus. C'est pas, voilà, alors je ne vais pas pouvoir tout vous prouver, je ne vais pas pouvoir en permanence vous faire des expériences, mais le plus souvent possible, on va pouvoir mettre ce que je vous raconte à l'épreuve, et puis vous allez pouvoir le mettre à l'épreuve vous-même. La science, c'est vraiment pour tout le monde. Alors, vous vouliez revenir sur l'histoire de ces expériences voilà, spectaculaires, parce que, comme on le disait, Jean Perrin a été pionnier, alors, et ça continue. Avant Jean Perrin, on a l'abbé Nollet, Jean-Baptiste Nollet, qui écrit en 1767, donc vous voyez, là, on est il y a 300 ans, hein, qui écrit un ouvrage qui s'appelle « Leçons de physique expérimentale ». Il m'a semblé que des principes assez souvent abstraits et que l'on ne pourrait apprendre de suite sans une application laborieuse s'insinuaient plus aisément dans l'esprit lorsqu'ils étaient entrecoupés par des expériences intéressantes qui obligent d'en reconnaître et la vérité et l'utilité. Voilà. Donc en fait, l'abbé Nollet, dès le début de la physique, et que ce soit l'abbé Nollet en France, des Aguliers en Angleterre, etc., dès le début, on va avoir des expériences de démonstration pour montrer et expliquer les lois de la physique. L'abbé Nollet, par exemple, au début de l'électrostatique, va faire une expérience où il va suspendre un jeune page avec des fils de soie pour l'isoler électriquement. Il va le charger avec un appareil électrostatique et ensuite, devant les princes, etc., le petit page va approcher sa main de feuilles d'or qu'il va faire voler et virevolter. Donc ces expériences de démonstration, c'est quelque chose avec lequel la physique, on a toujours vécu. Dès le début de la physique, il y a des ouvrages, enfin physique newtonienne, on va dire. Donc dès le début, il y a des ouvrages, on fait des expériences de démonstration, et en fait, les expériences qu'on fait en cours dans des domaines comme l'hydrostatique, etc., c'est des expériences qu'en fait, on fait depuis 300 ans, puisqu'elles sont déjà décrites dans des ouvrages qui datent de l'époque. Quelle vertu y voyez-vous? C'est maintenir l'attention? Alors, première vertu, c'est montrer pour démontrer, c'est-à-dire faire
montrer le phénomène dont on va parler, qui n'est pas forcément connu. Deuxième vertu, c'est la question de dire à quoi, en fait, quand on regarde toute communication, toute relation, on en a parlé dans la première table ronde, hein, c'est important d'avoir aussi un aspect affectif, d'avoir des émotions. Ensuite, quand on regarde comment marche la communication, il y a aussi besoin, donc il y a besoin de concepts, mais il y a aussi besoin de faits. Et donc, l'idée, c'est qu'avec une expérience, on va avoir les 3 ingrédients qui sont présents. Et ces 3 ingrédients qui sont importants, si on regarde le développement de l'enfant, on a le développement cognitif, les idées, psychomoteur, les faits, les mouvements, les actions, et affectif. Bien, si on regarde la rhétorique, les gens de la rhétorique, ils utilisent le style démonstratif, argumentatif et oratoire. Là encore, les 3 éléments. Et puis, je vais citer Deleuze, qui dit « Le style en philosophie est tendu vers ces 3 pôles, le concept ou de nouvelles manières de penser, le percept ou de nouvelles manières de voir et d'entendre, l'affect ou de nouvelles manières d'éprouver. C'est la trinité philosophique, la philosophie comme opéra, il faut les 3 pour faire le mouvement. » Et bien, je pense qu'avec les expériences de démonstration, on réussit à avoir ces 3 ingrédients. Le concept, et vous voyez que je vous ai expliqué les choses, et j'ai commencé à les expliquer avant de faire l'expérience, de manière à ce que, tant que la tension elle est maximale, voilà, pendant que vous vous dites qu'est-ce qu'il va faire, etc., je profite de ce moment-là où vous êtes un peu captivé pour vous expliquer les choses. Donc on a les concepts, on a les faits, avec les sensations physiques, vous l'avez prouvé vous-même, et par votre intermédiaire qui fait partie de l'audience, c'est un peu comme si tout le monde avait pu éprouver ces sensations. J'ai bien fait attention aussi à faire teinter les verres, etc. Enfin, à faire appel, j'ai mis de la couleur, enfin, à faire appel à tous les sens. Et puis ensuite, eh ben, il y a cet aspect émotion, de faire monter un peu une tension dramatique. Et puis à un moment donné, ben, on est tous contents, ça marche, et on a partagé quelque chose ensemble. Très bien. Vous reviendrez tout à l'heure avec une autre expérience. Est-ce que nous avons Justin Dillon en ligne? J'aimerais prendre un point de vue légèrement différent. Je pense que cette démonstration était formidable. Je l'ai déjà vue et je vous tire mon chapeau. Donc, il s'agit d'une démonstration, et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être scientifique pour le faire. Et donc, j'aimerais poser la question suivante. Qu'est-ce que cette démonstration nous dit de la science et des scientifiques? Souvent, c'est quelque chose qu'on a pu faire dans des centres scientifiques. Et on peut se demander quelle est la finalité finalement des centres scientifiques ou des musées de la science. Il faut donc s'intéresser, dans le contexte actuel de la crise du coronavirus, il faudrait s'intéresser à la question du rôle des scientifiques. Je pense que la population attend beaucoup de certaines organisations et de scientifiques. Il s'agit finalement de la confiance de la population envers les scientifiques, et cette confiance, en général, est plus importante vis-à-vis des scientifiques que vis-à-vis des médias, par exemple. Et donc, il y a des scientifiques qui ont parlé des musées de 4e génération. Et cela va au-delà des collections ou des expositions interactives. Quand on parle de musées de 4e génération, ce sont ceux qui accompagnent les évolutions de la société et les transformations, les changements qui touchent la manière dont sont gérées ces sociétés. Et il y a souvent tout un tas de personnes qui s'intéressent à tout cela, qui ne vont jamais au musée. Et ces nouveaux types de musées contribuent à développer une certaine empathie et contribuent à la vie démocratique. Et finalement, sont des espaces qui rassemblent
des personnes qui viennent de différents milieux. Ça permet d'alimenter des débats, des discussions sur des questions scientifiques. Il ne s'agit pas de croyance. On a parlé d'acceptabilité plus tôt, par exemple. Même quand on a beaucoup de connaissances scientifiques, on ne prend pas forcément les meilleures décisions. Il a été dit plus tôt que les sciences sociales ont un rôle très important à jouer concernant la manière dont on prend des décisions. Et il s'agit pas seulement de démontrer à quel point la science est formidable, il s'agit de questionner la science. Il s'agit de montrer que la science ne connaît pas tout, que les scientifiques ont des limites. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi la science est importante et pourquoi elle est d'autant plus importante dans le contexte actuel. Et donc, si on fait des démonstrations, si on parle de médiation, il faut se demander quelle est l'image de la science. Comment est-ce que les scientifiques sont décrits? Donc, on fait des choses tout à fait normales, on les fait bien, on est qualifié, et c'est ça qui fait qu'on nous fait confiance. C'est comme ça qu'on fait confiance à nos idées. Donc, voilà ma position. Je serais très heureux d'en débattre ou de prendre des questions plus tard. Vous avez récemment rédigé un texte à l'occasion ou à l'aune de la pandémie actuelle, un texte assez pessimiste, du moins où vous vous posez beaucoup de questions sur finalement l'échec qu'aurait été l'enseignement des sciences ou la médiation scientifique. Effectivement, dans cette pandémie, on se rend compte que les scientifiques sont soit vus comme des sauveurs potentiels, soit comme des gens qui n'ont pas le même avis et auxquels finalement on a du mal à faire confiance. Et on voit également que le public a du mal à expliquer ce qu'est un virus, ce qu'est une pandémie, et évidemment on voit ces gens opposés au masque, où on sait que plus du quart de certaines populations, enfin c'est le cas en France, refuseront le vaccin. Est-ce que ça signifie qu'en dépit de ce que l'on proclame, il faut faire de l'éducation scientifique, on a échoué, on est très mal armé quand arrive une catastrophe comme celle du Covid-19? Merci beaucoup. C'est une question absolument essentielle. On pourrait dire que l'éducation scientifique a été un échec et qu'il y a eu de l'éducation scientifique pendant des années et des années avec des scientifiques très qualifiés qui ont fait de l'éducation en ligne, etc. Mais effectivement, nombreux sont ceux qui refusent le masque ou qui acceptent le fait que ce soit utile ou que ça réduise les probabilités d'être infecté. Alors pourquoi, malgré l'éducation scientifique, pourquoi cette réticence par rapport au vaccin? Eh bien, c'est une question de confiance. S'il n'y avait plus de confiance en les scientifiques, car souvent les scientifiques disent eh bien, que les vaccins sont utiles, mais on ne leur fait pas confiance. Alors pourquoi cette défiance? Et que pouvons-nous faire? Parce qu'il y a de nombre de raisons qui expliquent cette défiance, évidemment. On préfère souvent faire confiance à d'autres personnes parce que les solutions offertes semblent préférables. Et tout d'abord, je pense qu'il faut convaincre les gens par tous les moyens du fait que les informations proposées par la science sont dignes de confiance. La grande majorité des scientifiques sont éminents. Et donc, il faut nous saisir de cette question de front. Et donc, il faut dire, voilà ce que propose la science. C'est comme ça que fonctionne la science. Voilà pourquoi nous estimons que vous devriez accepter nos propos.
Christine Dillon. On va maintenant entendre Sabrina Fadloun, donc cette doctorante, enfin elle l'était il y a 3 ans. Nous lui avons demandé ce que représentait pour elle la médiation scientifique. On va l'entendre. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je souhaite vous dire que je suis très contente de voir que depuis plusieurs années, on a un réel engouement autour d'événements, de programmes qui mettent en avant les sciences. On parle de sciences. Alors notamment par le biais de démonstrations dites spectaculaires, qui sont, à mon sens, ni plus ni moins qu'un rappel à la population que les sciences sont amusantes, hein, les sciences sont intrigantes. Alors évidemment, l'utilisation des expérimentations ludiques, elles ont le mérite de l'impact visuel, de l'impact auditif, hein, ou même sensoriel, mais surtout d'attiser la curiosité, la réflexion, et même mieux encore, de semer le doute, qui est juste, à mon sens, un élément essentiel pour toute recherche scientifique. Alors c'est vrai que j'apprécie le côté spectacle, qui est en réalité, pour moi, un moyen de communication qui permet de créer un lien en conservant un juste équilibre entre la transmission des connaissances, l'échange, parce que finalement l'objectif, c'est quoi? C'est de créer une connexion entre le monde des chercheurs et le grand public, deux mondes qui ne se côtoient pas de façon évidente, mais qui ont tout intérêt à échanger un maximum pour, je dirais, avancer ensemble avec une certaine cohérence. Alors, c'est justement le principe du concours Ma thèse en 180 secondes, donc j'ai eu la chance d'y participer il y a 3 ans. Alors, brièvement, l'objectif du concours, c'est expliquer son sujet de thèse, 3 ans de recherche, en un temps limité, 3 minutes, à un grand public. Ou comment sortir de son laboratoire, hein, de sa petite zone de confort et s'adapter à son interlocuteur, quel qu'il soit, sans l'endormir. Alors, au-delà de l'exercice de synthèse, au-delà des prédispositions d'acrobatie, je dirais, et d'éloquence, ce type d'événement, c'est une chance, c'est une véritable chance. Pour le coup, c'est un pont entre ces deux mondes. Parce que moi, je le considère aussi comme une reconnaissance envers de nombreux chercheurs qui ont besoin de cette mise en lumière comme ça sur leurs travaux. Alors ici, le spectacle, c'est une accroche. C'est une accroche pour ensuite parler de science. Parce que bien évidemment, en tout cas dans ce cas précis, même si le chrono est terminé, l'histoire continue. Ce serait naïf de croire que ça s'arrête là. Les 3 minutes sont terminées, elles sont écoulées et stop. Non, pas du tout. Ça a été l'occasion de découvrir des laboratoires de recherche, là où tout commence. Et le débat peut être approfondi dans un second temps. Alors dans mon cas, ça a aussi été, je dirais, une découverte, parce que mon sujet de thèse, il portait sur la microélectronique et les nanotechnologies. Donc c'est un monde plutôt à part, assez spécifique. La recherche et les industries associées sont plutôt méconnues du grand public, qui évoluent pourtant autour de toutes ces innovations technologiques. Et c'est vrai que de nombreux acteurs justement de nanotechnologie sont ici, en Europe, sont en France. Alors parler de science, oui, parler de science autrement qu'à travers les revues scientifiques spécialisées, qui sont souvent soporifiques et pas forcément accessibles, hein, il faut le reconnaître. Encore faut-il s'adapter et trouver le mode de communication qui convient, parce qu'il faut admettre quand même qu'au premier degré, comme ça, je dirais de façon un peu brute, certains sujets, certains domaines de recherche ne sont pas tout à fait attractifs. Enfin, ça veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants, attention, hein, j'ai pas dit ça. Hein. Ils ne sont pas attractifs. C'est juste une traduction et souvent nécessaire. On revient à s'adapter à l'autre avec ses connaissances. On ne peut pas exceller dans tous les domaines. Alors, effectivement, si le côté spectaculaire et fun permet de créer un lien et surtout de démystifier les sciences, tant mieux, tant mieux. Quand je dis démystifier, j'entends, là, je pense à la jeune génération, c'est-à-dire faire passer le message que oui, les sciences sont accessibles, il faut oser se diriger vers les parcours scientifiques, parce que c'est juste passionnant. Alors, attention, si on considère le flot d'informations auquel on est soumis et la façon dont les plus jeunes consomment ces informations, oui, il est nécessaire de s'adapter. Alors, en présentant les sciences avec un côté spectaculaire et amusant, on rétablit un lien avec les plus jeunes, et il me semble que c'est juste essentiel. Hein, on a besoin d'eux, il y a tellement de mystères encore à élucider que, après, le tout est de considérer comme un moyen et non une fin, et d'en user de façon, je dirais, proportionnée, dans un cadre, afin qu'il soit indissociable de l'explication.
parce que sinon, évidemment, ce serait juste du divertissement. Alors le spectacle et l'humour comme vecteur de communication scientifique, je pense que c'est une bonne combinaison qui a fait ses preuves, qui crée des vocations, et qui est non seulement à considérer, je pense, comme une première phase, mais surtout, elle peut s'avérer être un réel tremplin pour approfondir le débat scientifique par la suite, dans un second temps. Pour que vous compreniez en fait de quoi il s'agit, si vous permettez de dire, j'ai changé un tout petit peu le plan. Je pensais vous faire visionner la performance de Sabrina Faldoun après, mais il me semble que ce sera plus parlant si vous la voyez maintenant. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, cette performance, vous allez voir ce qu'une femme, avec aucun accessoire, juste le langage du corps, parvient à nous faire, parvient à nous transmettre. Donc si on peut diffuser la vidéo de Sabrina lors de son exercice, lors du concours Math Thèse en 180 secondes. Alors, vous savez tous que la distance la plus courte entre un point A et un point B, c'est évidemment la ligne droite. Par exemple, si on veut grimper au dernier étage d'un gratte-ciel, c'est quand même plus rapide et direct de prendre l'ascenseur pour avoir accès à tous les niveaux. On peut considérer que les nombreux étages sont en quelque sorte comme connectés. Alors, il faut savoir qu'en microélectronique, on a connu la crise du logement et on s'est mis à empiler les puces, les unes sur les autres, avec le même objectif, le gain de place. Alors on empile comme ça différentes fonctions, des mémoires, des capteurs d'images. Et pour les connecter, on va littéralement creuser des cylindres verticaux à travers les puces, les remplir de métal conducteur pour pouvoir transporter le signal électrique vers tous les niveaux. Ce chemin en ligne droite permet de réduire le temps de parcours du signal électrique. Concrètement, ça va se traduire par une réactivité. Par exemple, sur un smartphone, on aime bien jongler entre les différentes fonctions. Photo, mail, GPS, en une fraction de seconde. Et vous allez me dire, le signal électrique, il pourrait prendre les escaliers. C'est vrai, ça marche. Mais ça s'appelle un Minitel. Aujourd'hui, pour assurer cette réactivité, ce temps de réponse très court, chaque puce peut comporter des milliers de connexions par centimètre carré. C'est l'équivalent d'une centaine d'ascenseurs dans un seul immeuble. Des milliers de connexions par centimètre carré. Comment c'est possible? Ces cylindres sont microscopiques. Ils sont 10 fois plus fins qu'un seul cheveu. Et l'objectif de ma thèse, c'est de tapisser l'intérieur de ces cylindres avant leur remplissage. Je dépose un film de cuivre ultra mince, quelques nanomètres, pour assurer la continuité électrique vers tous les niveaux. Attention, c'est une étape primordiale. Il ne faut pas se louper. Non, parce qu'il y a le bon revêtement et il y a le mauvais revêtement. Le bon revêtement, c'est quand il y a du cuivre partout sur les parois. Et là, les électrons ils peuvent se déplacer librement pour aller transmettre l'information aux voisins du dessus. Mais il y a le mauvais revêtement. Le mauvais revêtement, c'est quand il y en a du cuivre, mais il en manque un peu par ici, par là. C'est comme s'il y avait une énorme crevasse sur la route des électrons. Ils ne peuvent plus avancer. Cette route barrée, c'est la communication qui est rompue. Alors moi, je me suis mis à la place d'un électron. À son échelle, à son niveau, c'est un peu comme s'il était là, au-dessus du Grand Canyon. Il doit traverser, qu'est-ce qu'il fait? Il saute? Il saute pas? Faut qu'il traverse, il fait quoi? Il saute? Ah, il saute pas, hein. Je pense qu'il n'en est pas capable. Mais en même temps, à tout problème, il existe forcément une solution. Alors j'ai réfléchi, puis c'est là que je me suis dit, évidemment, je vais entraîner une équipe d'électrons au saut en longueur. Attention, hein, je mets toutes les chances de mon côté. Je recrute une équipe jamaïcaine, je trouve des électrons type Usain Bolt, je les entraîne, c'est gagné. Hein. Vous n'avez pas l'air tous convaincus. Moi, je dirais pas que c'est impossible. Mais je suis réaliste, je sais bien ce qui coince. Il faut au moins 4 ans pour préparer les Jeux Olympiques. Moi, en 3 ans, j'ai tout juste le temps d'assurer le bon revêtement, ce qui est continu, homogène, uniforme, sans faille, et qui va permettre aux électrons de sprinter et de pulvériser des records de temps de propagation du signal électrique. Voilà, malheureusement, ouais, c'est vrai qu'on a envie de l'applaudir. Hein. Il y a son enthousiasme, il y a de l'humour, tout ça est très écrit, et si elle était là, elle raconterait que cet exercice de ma thèse en 180 secondes, c'est un travail énorme pour lequel les doctorants consacrent beaucoup de temps. Mais à l'arrivée, on voit qu'avec effectivement aucun accessoire, il y a beaucoup de choses qui passent, et notamment l'enthousiasme et peut-être l'envie d'aller chercher des réponses à des questions
de sciences. Didier Roux, donc je disais que vous étiez vice-président de la Fondation La Main à la Pâte, et vous intervenez donc dans des écoles élémentaires, puisque c'est depuis 20 ans, depuis sa création par Georges Charpak, Pierre Lénaille et David Quéré, l'objectif de ce mouvement. La méthode n'a pas changé. Aujourd'hui, il y a 10 500 enseignants formés, 8 000 classes élémentaires et 500 collèges qui bénéficient de ce programme. Il y a aussi 24 centres pilotes et 12 maisons de la science qui servent à former finalement ces médiateurs de sciences. Alors, l'objectif depuis 20 ans n'a pas varié. Il s'agit d'initier les enfants à la démarche scientifique. Comment vous vous y prenez, sachant que dans une école, on n'a pas forcément la possibilité d'installer une table ou d'avoir de grands équipements comme dans un musée de sciences? Oui, alors d'abord, c'est difficile de passer après la démonstration que nous avons vue et cette magnifique présentation spectaculaire de cette jeune fille. Alors, effectivement, moi, je vais plutôt parler de deux choses un peu différentes. Je vais parler entre médiation et éducation. Et on va voir qu'effectivement, le point que vous avez noté sur la démarche scientifique est absolument clé pour nous. Nous, je pense, la main à la pâte, mais je pense que ça l'est vrai évidemment pour tous les scientifiques. Et puis, je vais aussi illustrer ça par une expérience plutôt qu'un long discours qu'on va essayer de faire ensemble avec du matériel, mais du matériel qu'on peut trouver partout, y compris dans cette salle. Alors, presque. Donc j'ai une petite présentation juste pour introduire, mais il y a une manip importante. Alors si je pouvais avoir la slide suivante. Donc on intervient effectivement dans la main à la pâte beaucoup dans les classes où on forme des professeurs. Est-ce que je pourrais avoir la slide suivante, s'il vous plaît? Voilà. Donc on intervient dans les classes et les enfants... Ah oui, alors il y a un instrument superbe, un Pavlov. Alors on intervient dans les classes, les enfants écoutent, vous voyez, ils sont studieux, mais... ils interviennent, ils posent des questions, et j'y reviendrai par la suite. C'est un élément extrêmement important de la démarche scientifique, en tout cas avec les enfants, c'est certain. Alors, il faut aussi des manips. Alors, cette manip, on va la faire ensemble, et puis je vais vous poser une question, essayez de vous mettre dans la peau d'un gamin. C'est-à-dire, ne revenez pas trop avec toutes vos connaissances scientifiques, c'est pas si important que ça. Alors, la manip, ça consiste à toucher deux matériaux, le sol. Donc on met une main au sol, vous voulez qu'on le fasse donc, maintenant? absolument, Sophie, faites-le. Vous touchez le sol et vous touchez le tissu. Et là, je pose une question, alors c'est du bois et de la pierre, mais peu importe. Je pose une question, quelle est la sensation du matériau qui vous paraît le plus chaud ou le plus froid, hein? Le sol ou le tissu? Bon, et donc la question maintenant, c'est quels sont ceux qui pensent que c'est le sol qui paraît le plus chaud? Bon, quels sont ceux qui pensent que c'est le tissu qui paraît plus chaud? Bon, je vois que vous êtes une bonne classe de maternelle, c'est bien. On peut donc continuer sur cet aspect-là. Effectivement, là, il n'y a pas photo. Bon, à part, il y a toujours des gamins un peu ce que j'étais moi quand j'étais gamin, il y en a toujours un ou deux qui disent le contraire des autres. Enfin bon, c'est juste comme moi pour avoir de contradiction et pour embêter le professeur. Bon, alors ça c'est la première question. Donc vous voyez, ça se fait n'importe où, en général il y a toujours un... Bon, ça c'est de la pierre, bien sûr, c'est l'équivalent de la pierre, et ça c'est l'équivalent du bois, mais peu importe, on trouve toujours deux matériaux comme ça dans une salle. Et alors après, on fait des manips. Alors la manip, et il y a une question préalable qui est très intéressante, vous allez voir pourquoi, ça consiste à mettre un glaçon sur la pierre et à mettre un glaçon sur le bois, et à poser d'abord, avant de faire la manip, la question aux enfants sur leur opinion. Et je vais y revenir parce que c'est très important. Quelle est l'opinion que vous avez? Qu'est-ce qui va fondre le plus vite? Le glaçon sur le bois ou le glaçon sur la pierre? Alors là, je vais vous poser la question. Qui pense que le glaçon va fondre plus vite sur la pierre? Quels sont ceux qui pensent que le glaçon va fondre plus vite sur le bois? Bon, je vois qu'il y a plein de gens qui n'osent pas répondre. Alors ça n'arrive pas dans une classe de maternelle. Ça n'arrive pas. Je veux dire, vous êtes déjà trop déformés par vos années d'éducation. Et la chance magnifique d'intervenir avec des enfants, c'est jusqu'à la quatrième, ils répondent tous. Et à partir de la quatrième, alors là, il faut très attention à ce que dit le voisin, ils ne répondent plus. Mais jusqu'à la quatrième, les enfants participent. Bon, alors, Sophie, c'est intéressant. Vous faites partie des quelques-uns qui pensent que ça va fondre plus vite sur la pierre. Et la grande majorité pense que ça fonde plus vite sur le bois. Bon, il y a toujours des esprits forts, hein, comme dans Astérix. Hein. Mais bon, avançons. Alors maintenant, on va faire la manip. Alors,
j'aurais pu venir avec 2 glaçons et la faire devant vous, ça marche très bien. Mais bon, je n'avais pas de glaçons dans ma poche. Alors, je vais vous passer un petit film. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut démarrer le film? Ah non. Ce que je voudrais, c'est que le film... Alors, le film ne marche pas. Donc, vous voyez l'exemple même d'une manip qui ne marche pas, ce qui arrive souvent, mais dans ce cas-là, elle marche. Vous n'avez pas entraîné vos électrons voilà. suffisamment. Est-ce qu'on peut démarrer le film? Donc, le film ne marche pas pour une raison de compatibilité d'ordinateur, mais heureusement, en bon pédagogue, j'ai la slide de secours, qui est la photo de ce qui s'est passé après 2 minutes et 5 minutes. Alors, le film est plus spectaculaire, et là, vous voyez tous la réponse. Évidemment, ça fond beaucoup plus vite sur la pierre, et Sophie avait raison, contre la majorité d'entre vous. Alors, je ne sais pas pourquoi Sophie... Et je n'ai pas fait d'études de Je ne sais sciences. pas pourquoi Sophie avait raison, mais on le saura peut-être tout à l'heure. Alors, maintenant, les enfants constatent que ça fond effectivement beaucoup plus vite sur la pierre que sur le bois, alors qu'ils ont tous répondu que ça fondait plus vite sur le bois. Alors, pourquoi c'est affreux ce système-là, pourquoi est-ce que c'est une expérience contre-intuitive? Ben, pour la raison que j'ai vue. Je demande l'opinion aux gamins, ils disent tous que le bois est plus chaud, et je leur demande leur opinion sur ce qui va se passer, et ils vont tous dire ça fond plus vite sur le matériau le plus chaud, c'est-à-dire le bois. Et je fais la manip, et ils voient le contraire. Alors là, c'est très très important. Je leur redemande de voter. Et je leur dis maintenant quels sont ceux qui croient que ça fond plus vite sur le bois. Et là, évidemment, plus personne ne lève le doigt. Et qui est-ce qui pense que ça fond plus vite sur la pierre? Et évidemment, tous les gamins, et là on a 100%, il n'y a même pas l'esprit fort comme Sophie est, qui lève le doigt, tout le monde est d'accord. Et ce point est très très important, parce que c'est fini, la manip est finie, vous voyez, ça ne dure pas très longtemps, mais là on rentre un débat qui peut durer une demi-heure, voire plus, parce que je ne vais pas leur donner la réponse de pourquoi c'est contre-intuitif et d'expliquer pourquoi le résultat contre-intuitif s'explique. Je vais leur faire construire le résultat. Et l'expérience montre que même avec des gamins qui ont 4, 5, 6, 7 ans, on arrive à faire construire un raisonnement qui permet d'expliquer pourquoi, quand la main trouve que le bois est plus chaud, le glaçon, lui, ils font plus vite sur la pierre. Et, alors je vais vous donner l'explication, hein, parce que je suis sûr que vous avez tous compris, hein, parce que la main ne mesure pas une température, la main mesure un transfert de chaleur. Et donc, la réconciliation, elle est très simple à comprendre, c'est que quand vous mettez la main sur du bois qui est plus isolant que la pierre, eh bien, le bois va vous prendre de la chaleur moins vite que la pierre ne va vous prendre de la chaleur. Comme elle vous prend de la chaleur dans la main, votre corps réagit, on m'a piqué de la chaleur, donc j'ai froid. Donc, le pierre est froid. Puis quand vous mettez le glaçon, qui lui va être réchauffé par la pierre et par le bois, eh bien, le bois étant plus isolant, le glaçon va réchauffer moins vite, elle va être réchauffée moins vite sur le bois que sur la pierre, et c'est pour ça qu'ils font plus vite sur la pierre. Donc ça s'explique, et l'explication est évidemment un raisonnement scientifique et rationnel. Alors, juste pour conclure, qu'est-ce qu'on a fait? Je conclue souvent comme ça avec les enfants. Ben, on s'est posé une question. À la fin, c'est finalement, alors moi je fais ça dans une intervention qui est beaucoup plus large sur le confort et le fait que nous avons des capteurs internes. Alors là, c'est évidemment le toucher, mais il y a aussi l'ouïe, l'œil, etc. Et j'essaye de faire comprendre la différence entre un capteur biologique et un capteur physique, et lié dans un contexte de ce qu'on appelle le confort, c'est-à-dire pourquoi on est bien dans une pièce, etc. Bon, là, c'est le confort thermique, bien évidemment. Alors, on se pose une question, et on fait un constat, il y a une question à se poser, comment on la résout? On fait une observation, on formule des hypothèses, on fait une expérience, et puis on confronte l'explication et on construit un raisonnement qui permet d'aboutir à l'explication. Alors maintenant que je finis en conclure, c'est quoi la différence entre ça et de la médiation? Alors c'est aussi de la médiation, c'est pas spectaculaire, mais c'est contre-intuitif. Ça motive, les enfants sont absolument motivés par cette petite manip de rien du tout et par tout ce que ça veut dire au niveau des questions. Vous avez compris qu'en faisant intervenir les enfants au début, je leur demande leur opinion, et en faisant ensuite intervenir après avoir observé, qu'est-ce qu'ils en concluent, alors que dans l'opinion, j'ai pratiquement 100% de la classe qui pense que ça va être le bois sur lequel le glaçon va fondre. Quand ils ont vu l'expérience, ils admettent que c'est la pierre. Donc ils ont changé d'avis. Et je leur fais remarquer qu'il y a une différence entre avoir une opinion et avoir appris quelque chose par l'observation et le raisonnement.
bien évidemment, on est en plein dans la problématique de l'esprit critique. Voilà, mais ce n'est pas sur une manip qu'il faut le faire avec les gamins. Il ne faut pas non plus leur faire de longues explications sur ce que c'est que l'esprit critique. Il faut les faire vivre l'esprit critique comme ça. C'est-à-dire voir qu'ils voient la différence entre un raisonnement qu'on appelle heuristique, c'est-à-dire aller très vite vers le résultat sans faire le raisonnement complet, et puis, effectivement, un raisonnement scientifique, où en faisant le raisonnement complet, on arrive à expliquer un phénomène, à le comprendre, et évidemment à, entre guillemets, être rationnel dans la démarche scientifique. Voilà. Donc c'est juste pour vous expliquer en quoi une manip contre-intuitive est utile comme méthode pour enseigner. D'abord parce qu'en science, il y a eu plein de manips contre-intuitives qui ont posé des questionnements scientifiques et qui ont permis de faire avancer la science, mais ça peut se faire aussi avec des enfants, et rassurez-vous, ça marche aussi avec des adultes. J'ai fait ça avec des inspecteurs généraux qui se trompaient aussi souvent que les enfants. Voilà, et c'est pas se tromper d'ailleurs que de donner son opinion sur quelque chose qu'on suppose. Merci beaucoup. Merci. J'avais plein de questions à vous poser, mais je préfère vous donner la parole. Oui. Juste, je me permets de rebondir pour faire un petit peu de pub. Ah ben faites. J'espère à la main à la patte. Jean-Michel Courty a son micro. Oui. Oui, donc un peu de pub parce qu'en fait, cette énigme, c'est l'une des 4 énigmes que nous avons choisies avec Édouard Kerlik, qui est le directeur de la Maison pour la Science de Paris. Et pour la Fête de la Science à Sorbonne Université, nous avons préparé 4 clips qui vont être mis en ligne aujourd'hui sur YouTube avec 4 énigmes. L'énigme des glaçons. Une autre énigme qui est de savoir quand je mets un glaçon dans un verre d'eau et qui fond, est-ce que le niveau va monter ou va baisser? Une énigme qui est de se dire quand je suis dans une voiture avec un ballon gonflé à l'hélium et que je freine, est-ce que le ballon il va vers l'avant ou est-ce qu'il va vers l'arrière? Et la dernière énigme qui est quand je tire un yo-yo qui est posé par terre, est-ce que ça s'enroule ou est-ce que ça se déroule? Donc on a 4 petits clips où c'est posé, un sondage où les gens pourront se prononcer et voter. Et en direct, vendredi, pas ce vendredi-là, dans une semaine, eh bien, on fera les expériences devant tout le monde pour la Fête de la Science. Voilà. Alors juste pour préciser, la Maison de la Science pour la Science de Paris est la dernière de la série que Sophie indiquait, des 12 maisons pour la science qui ont été créées par la Fondation La Main à la Pâte et qui sont maintenant un peu partout sur le territoire. Donc c'est la dernière, et une maison, comme vous l'avez compris, qui a la chance d'avoir des gens remarquables comme les autres qui s'occupent de ça. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions? Vous levez la main, vous appuyez sur votre micro. Allez-y. Oui, le coup des inspecteurs généraux, je suis tout à fait d'accord. Finalement, qu'il s'agisse des problèmes de friction ou de contact thermique et de coefficient, on appelle de bio, la plupart des inspecteurs généraux ne savent pas. Ce qui est remarquable, c'est qu'effectivement, les 2 expériences que vous avez présentées sortent pratiquement du programme. Et ça, c'est une force aussi de ces expériences de type la main à la pâte. Et l'autre point, c'est Michel Hulin, qui était un grand directeur du Palais de la Découverte, disait qu'il aimait présenter des expériences qu'on aurait pu faire il y a 100 ans. C'était ce que faisait Tom Titt, les albums de Tom Titt, et c'est remarquable. Et je pense que, quelles que soient les transformations de présentation, etc., du Palais de la Découverte, il est important que des choses qui sont connues depuis plusieurs siècles puissent continuer à être présentées, et tout en sortant des programmations scolaires qui resteront sans doute les mêmes. En France, en tout cas. Peut-être en Grande-Bretagne, c'est différent. Je suis évidemment entièrement d'accord avec Étienne sur ce sujet, comme sur d'autres. Justin Dillon, est-ce que c'est différent en Grande-Bretagne? Vous connaissez bien la main à la pâte. Est-ce que c'est une approche qui est utilisée et qui marche? J'étais sur le comité de main à la pâte, et oui, je connais bien cette approche. Apprendre la science en faisant, c'est quelque chose qui a été encouragé depuis très longtemps. C'est appliquer les mains à la science, on y arrive, appliquer le cerveau à la science, on n'y arrive pas forcément aussi bien. Il faut proposer des activités qui permettent de développer la compréhension et arriver même à éduquer des personnes qui ont passé des dizaines d'années à apprendre et à enseigner la science. Et évidemment, on finit par se poser la question,
de l'efficacité de l'enseignement de la science face à ces expériences. Donc oui, je pense qu'il y a toujours un besoin de manipuler, d'apprendre en faisant, mais ce n'est pas forcément une panacée. Il faut comprendre que sur ces 4 phénomènes, ces 4 expériences qui ont été mentionnées tout à l'heure, ce sont des expériences formidables, c'est vrai. Des expériences intéressantes, oui. Mais en quoi est-ce que ça aide les gens à comprendre le monde qui les entoure? En quoi est-ce que ça aide les gens à comprendre le Covid-19 ou le changement climatique? Le médiateur risque d'être la personne sur un navire avec une personne qui se noie à côté en lui montrant comment marche le gilet de sauvetage plutôt que de lui lancer. C'est ça le risque. Sous-entendez qu'il faudrait aujourd'hui se consacrer aux thématiques d'aujourd'hui, le changement climatique, la 5G dont on parlait il y a 2 jours, les vaccins, des choses comme ça. Il faut laisser tomber le fondamental? Eh bien, il faut avoir des connaissances de base, un niveau de compréhension de base pour comprendre ces phénomènes modernes. Cependant, si on ne prend pas de recul, si on ne parle pas de ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, et si on n'arrive pas à faire le trait d'union entre le passé et les phénomènes actuels, alors je pense que vous ne rendez pas forcément service à ces jeunes, à notre public, à nos étudiants. Donc oui, dans une certaine mesure, je pense que ce serait intéressant de trouver des expériences plus ancrées dans l'actualité. J'adorerais pouvoir aller dans une école ou dans un musée des sciences où on répond aux questions liées au port du masque, au changement climatique, et pouvoir avoir des réponses. Là, je pense que c'est une expérience qui mérite véritablement des fonds publics. Nous sommes restés sur un cursus du 19e siècle au 21e siècle. Il y a un musée de sciences qui s'appelle Univers Science, où il y a une salle Science Actualité qui est très connectée justement aux questions les plus récentes ou aux questions de controverse. Donc c'est vraiment intéressant. Et le Palais de la Découverte étant finalement l'autre pied de cette éducation aux sciences. Y a-t-il... Oui, monsieur. Ah ben, Richard Emmanuel. Richard Emmanuel. Ouais, j'ai déjà assez parlé, mais je voulais juste rebondir sur cette histoire d'inspecteurs généraux. C'est vraiment très important de montrer ça aussi au grand public. C'est-à-dire que on a tous ces expériences-là. Je me souviens d'Édouard Brézin, président de l'Académie des sciences, se tromper complètement sur des expériences contre-intuitives qu'on montrait avec les atomes crochus, et s'esclaffer de s'être trompé et de comprendre qui ne comprenait pas. Je me souviens d'une discussion entre Charpak, Lena Kéré et la ministre de l'Éducation en Chine, pour savoir si, quand on mettait du sucre dans du thé, quand le sucre s'était dissous, le volume avait été monté ou descendu. Et il disait plein de bêtises, parce qu'il s'amusait à essayer de comprendre, et finalement, il y en a un qui a dit « Ah, on pourrait peut-être faire une expérience comme ça pour savoir, parce que là, on ne sait pas. » Et nous, chercheurs, médiateurs, médiatrices scientifiques, on sait que la science se fait comme ça, mais le grand public, les gens qui ne font pas de science, ne le savent pas. Et c'est un risque dont on doit être conscient, que de montrer une science dont les gens pourraient avoir l'impression que les scientifiques la maîtrisent parfaitement et savent tout. Le risque de passer pour des prêtres, des grands prêtres finalement. Et évidemment, la main à la pâte fait ça extrêmement bien en montrant qu'on ne sait pas et en essayant de montrer comment les choses se font. Et Jean-Michel le fait également aussi très bien dans ses vidéos. Oui, merci Richard. Thank you for that question, Charles-Emmanuel. But I would like to come back to something that I didn't mention earlier. I kind of glossed over it earlier. That half-hour debate that I mentioned, is the longest part of the presentation. That's where we build up the explanation. Pour les enfants, elle vient, je pose la question et j'écoute les réponses. Alors, ce qui se passe, c'est un exercice un petit peu difficile qu'il faut faire avec les enfants et qui est difficile pour 2 raisons. La première difficulté, c'est qu'évidemment, il y a une foultitude de remarques, d'opinions,
de raisonnement. Et la co-construction consiste uniquement à essayer, dans ce que disent les enfants, de prendre la partie qui va aller dans la bonne direction, qui va faire qu'à la fin, ils auront eux-mêmes construit l'explication dont ils ont besoin. Mais cet exercice consiste quand même à repérer dans la multitude des questions, celles, ou des remarques, ou des explications, celles qui vont servir de façon positive au bon résultat. Exactement comme quand on fait un calcul, il ne faut pas se tromper, entre guillemets, dans le calcul, parce qu'à la fin, le résultat est faux. Bon. Et la deuxième chose qui est très importante, et là, je me rends compte à quel point c'est difficile pour les enseignants, et probablement pour un certain nombre de médiateurs, de faire ce genre d'exercice. C'est qu'évidemment, il y a plein de questions sur des tas d'autres sujets qui apparaissent avec les gamins. Et des questions où il faut savoir d'abord ne pas y répondre, pour rester focalisé sur l'objectif, mais aussi après, et j'aime beaucoup faire ça, reprendre ces questions qui n'ont rien à voir avec l'expérience présentée, mais qui sont intéressantes quand même, et essayer d'y apporter une sorte de réponse. Et ça, c'est un exercice très difficile parce qu'il demande une connaissance scientifique assez large, parce qu'on ne sait pas où vont aller ces questions. Il faut quand même répondre à des gamins quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Voilà. C'est quelque chose qu'on va développer dans la journée. Parce que Richard Emmanuel Istès disait ça. On devrait, au début de la conférence, demander aux gens quelles questions vous posez-vous. Et cet après-midi, sur le débat citoyen, vous verrez qu'on... Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué d'être celui qui va essayer, sans faire être trop arrogant ou trop entre guillemets, pédagogue, de faire cet aller-retour entre le public et l'enseignant. On va peut-être... Je me permets peut-être, Valérie Lallemand, je suis chercheuse INSERM et je préside l'association L'Arbre des Connaissances, donc qui interviendra sur le débat cet après-midi. Je me permets peut-être de rebondir sur ce qui a été dit par monsieur à Londres, sur la distinction entre l'actualité et la manip démonstrative à partir de laquelle on peut faire du raisonnement, finalement, de la démarche scientifique. Je ne suis pas sûre qu'il faille les opposer, ce n'est pas vraiment une question, mais plutôt je vous livre mon sentiment. Et je crois que c'est dans la complémentarité qu'on construit justement différents degrés de pénétration, je dirais, de la science dans la société ou de la société dans la science. Et la richesse vient certainement de la pluralité. Et la question se pose aussi du cadre. C'est-à-dire que vous voyez ce que vous décrivez finalement dans vos deux exemples. Vous êtes dans un public dit captif, vous êtes face à des enseignants, face à des jeunes enfants qui sont dans une situation d'apprentissage, dans un musée, peut-être celui dont parlait monsieur. C'est du public qui vient et qu'on essaye de faire venir spontanément. Donc la question de l'intérêt aujourd'hui et de mon intérêt dans ma vie quotidienne aujourd'hui se pose évidemment, mais simplement je pense que la complémentarité des deux, c'est certainement ce qui fait la richesse. Oui, Jean-Michel Courty. Déjà réagir sur le premier point par rapport à l'affirmation qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on maîtrise et qu'on comprend très bien. Il y a des faits qui sont... Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que ce cœur de science, on le maîtrise, on le comprend, mais que grâce à ces expériences, on montre aux gens qu'ils ne sont pas obligés de nous croire sur parole et qu'ils ne sont pas obligés de croire en notre sincérité. Parce qu'en fait, dans l'histoire sur la question de la grande vérité, moi je préfère plutôt le dire le vrai. Et quand on dit dire le vrai, il y a dire, ça veut dire est-ce que la personne qui parle est sincère ou pas. Et en fait, l'intérêt de la science, de la démonstration en mathématiques, des expériences de démonstration, c'est qu'en fait, on élimine la question de la sincérité de la personne qui parle en permettant à celui qui entend de revérifier par lui-même ce qui lui a été dit. Et de comprendre comment on a su. Comment on y arrive. Comment on a su. Ouais. Que ça, et ensuite, par rapport à la question d'actualité sur ces petites expériences, c'est effectivement ce que je pensais jusqu'au Covid. Parce que j'étais un peu triste avec mes nappes tirées sous les couverts, mes petits glaçons, de me dire « Ah bah ouais, les débats de société, les machins, c'est pas pour moi, le climat, le ceci, et ceux les OGM », jusqu'au jour où il a fallu qu'on mette des masques. Et de se poser la question « Mais comment ça marche un masque ?» Et comment ça se fait qu'un masque, alors que les fibres elles font 10 micromètres, que l'espace entre les fibres c'est plus de 10 micromètres, ça peut arrêter des particules qui font quelques centaines de nanomètres. Et bim, on est pile dans de la physique de base totalement fondamentale, avec des écoulements, des machins, et de comprendre comment on peut réussir à filtrer parfaitement des particules avec quelque chose qui n'est pas un tamis.
Et là, bon, j'étais ravi. Et là, ce n'était pas les publics actifs. C'est-à-dire que j'ai fait un article dans la revue Pour la Science sur le sujet. Mais après, j'ai été interviewé par Le Monde. Et puis, au mois de mai-juin, il y a AFP Factuel qui a fait des super enquêtes sur le sujet. Et ce qui était génial dans les trucs qu'a fait l'AFP, c'est que sur cette question des masques, eh ben, il y avait plein de disciplines différentes qui étaient interrogées. C'est-à-dire que moi, j'étais dans la partie amont, un masque, qu'est-ce que ça filtre, qu'est-ce que ça filtre pas. Puis il y avait des biologistes, mais oui, mais qu'est-ce qu'il y a en l'air, qu'est-ce qu'il n'y a pas en l'air. Et puis qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui n'est pas dangereux. Et puis comment les gens, les gens des sciences humaines, les gens, comment ils réagissent quand on leur demande de faire ou pas. Et donc ça, c'était génial de pouvoir contribuer avec ma position de physicien qui fait un tout petit truc, etc., mais un débat qui est total d'actualité. Donc je pense qu'il faut... Voilà, on est tous, on ne sait jamais quand est-ce qu'on pourra servir. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Et on terminera. Oui, monsieur, tout là-haut. Michel Lété, enseignant au CNAM en médiation culturelle des sciences et techniques, mais aussi administrateur des petits débrouillards à Paris. Je voulais intervenir juste pour dire que, bon, il me semble qu'on est tous d'accord pour dire que la scène est devenue vraiment un lieu privilégié pour faire de la médiation, pour pratiquer la médiation. Et du coup, je me pose un peu la question, et puis j'aimerais vous la poser aussi, évidemment. Est-ce que vous ne pensez pas que le théâtre, la scène, de façon générale, quelle que soit sa forme, que ce soit une performance, une démonstration, n'est pas devenu ce lieu certes privilégié, mais qu'il faut encore un peu plus privilégier, notamment parce qu'elle permet vraiment tout le spectre large de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure en termes de médiation, entre transmettre, communiquer des contenus de savoir, mais aussi des questionnements sur les rapports sciences, techniques, société. Cette scène de théâtre qui permet à la fois donc, de faire exister ces contenus de savoir, mais aussi de faire exister cette dimension qui n'est pas simplement linéaire de transmission, mais qui permet de confronter, alors on a employé le terme de plusieurs façons depuis ce matin, de pluralité ou de confrontation des rationalités, enfin il y a plusieurs façons de dire les choses, enfin voilà. Donc, oui. Et du coup, j'aurais eu aussi une question pour notre collègue britannique. Il me semble qu'en France, on a l'impression de redécouvrir ce dispositif, le théâtre, hein, pour le dire clairement, comme une panacée aujourd'hui, presque. Bon, bien sûr. Est-ce qu'en Angleterre, il y a une tradition un peu plus forte de ce côté-là? Est-ce que le théâtre, la scène, de façon générale, est beaucoup plus mobilisée qu'elle ne l'est en France? Justin Dillon, je vous laisse répondre. Merci. Eh bien, le monde entier est une scène et tous les hommes et les femmes sont des comédiens. Et un homme ou une femme joue énormément de rôles tout au cours de sa vie. Et au Royaume-Uni, dans les écoles, même s'il y a une obsession pour la lecture, l'écriture, etc., eh bien, ça existe, mais le théâtre est menacé aussi. Et pour ce qui est de la mise en scène de la science, du lien entre le théâtre et la science, eh bien, c'est très inégal. J'imagine qu'il y a des régions de France où c'est bien plus répandu. Il y a des zones où il ne se passe rien et c'est un peu la même chose au Royaume-Uni. Donc c'est quelque chose qui peut être absolument précieux, très utile, mais c'est un espace qui n'est pas encore suffisamment investi. On parlera lors de la table ronde Art et Sciences, monsieur, cette histoire de effectivement la scène. Il y a quand même pas mal d'initiatives, je trouve, qui émergent et beaucoup soit d'auteurs, soit de comédiens qui maintenant vont vers les sciences beaucoup plus spontanément qu'il y a encore une dizaine d'années où il y avait très très peu de choses. En fait, évidemment, c'est pas tellement mis en avant par les critiques culturelles, parce qu'évidemment, pour eux, la culture, elle est littéraire, elle n'est pas scientifique. Mais franchement, il y a pas mal de choses en France. Oui. Effectivement, Science Stage, c'est pas nécessairement avec des artistes. Si vous pensez les Christmas Lectures
de la Royal Institution de David Faraday, c'était il y a plus d'un siècle et demi, et c'était on stage. Et c'était quelque chose qui maintenant continue à être diffusé. Donc je crois qu'effectivement, peut-être que c'est une présentation artistique, comme cette merveilleuse doctorante le faisait aussi bien avec les mains, mais ce n'est pas réservé aux arts en s'opposant à la science. On en reparlera tout à l'heure. Ce qui me semble important, c'est de réaliser que le modèle français d'enseignement n'est pas nécessairement si bon que ça. On connaît PISA et le résultat assez déplorable. Heureusement, il y a des olympiades internationales, il y a des concours internationaux qui nous permettent de regarder pourquoi finalement, alors que notre éducation est considérée comme bonne, pourquoi finalement on peut faire mieux à l'extérieur. Les olympiades internationales de physique vont se tenir en France, on peut l'espérer en 2024. J'ai vu les questions qui sont posées. Elles sont basées sur d'autres qualités, l'observation, l'intuition, etc. Et le résultat n'est pas simplement la formation mathématique du résultat final. Et je crois qu'effectivement, regardons l'international. Deux petits commentaires là-dessus. Oh là là, Justin Dillon parlera de PISA, dont il pense, je crois, le plus grand mal. Et vous, Didier Roux, vous disiez aussi que les fondamentaux, enfin vous m'avez dit ça à la préparation, les fondamentaux qu'on met, lire, compter et écrire, c'est vraiment pas l'idéal. Vous voulez tout de suite que je dise du mal du ministre? Faites ce que vous enfin, voulez, même mais... pas du ministre, des ministres. Bon, je suis extrêmement choqué par le fait qu'on ne mette en avant l'objectif de l'éducation d'apprendre à lire, écrire, compter. Je pense que c'est un contresens profond par rapport à ce qu'est l'éducation. Lire, écrire, compter, c'est un moyen, ce n'est pas un objectif. L'objectif, c'est de faire des citoyens cultivés qui savent raisonner. Et les moyens, c'est qu'il faut apprendre à lire, écrire, compter pour y arriver. Et je pense que cette faute, en fait, elle est très intéressante. Pierre Lénat, dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'un des fondateurs de La main à la pâte, a ressorti récemment une petite citation de Jules Ferry. Jules Ferry, qui en France est considéré comme le créateur de l'école universelle, de l'école populaire, de l'école pour tous les Français. Et cette citation disait la chose suivante. Lire, écrire, compter, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est tout le reste. Mais pour faire tout le reste, il faut savoir lire, écrire, compter. Et je trouve qu'un siècle et demi après les ministres successifs qui reprennent lire, écrire, compter comme un objectif, en rajoutant quelquefois un verbe supplémentaire, qui correspond simplement à une priorité politique, ils se trompent complètement de ce que doit être l'éducation. Et je suis profondément choqué que ça devienne une sorte d'évidence que le but de l'éducation, c'est d'apprendre à lire, écrire, compter seulement. Bien sûr qu'il faut, mais ce n'est pas seulement. Vous vouliez réagir à cela, Justin Dillon? Merci. Je pense que Didier a raison. Je pense que l'enquête PISA analyse la capacité à lire, écrire, compter. Il y a également la question de l'alphabétisme scientifique, et c'est vrai que ça influence les politiques publiques dans de nombreux pays. Et c'est vrai qu'il est très difficile de prendre des décisions politiques sans tenir compte aujourd'hui de cette enquête. Et je pense qu'on devrait abandonner ce cadre-là à l'heure de concevoir les programmes scolaires. C'est vrai qu'il faut prendre un peu de recul et voir quelle est la mission de l'éducation. On a les musées, les écoles, quelles sont les finalités de l'éducation dans toutes ces institutions. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner les sciences, mais d'avoir également une vision des relations entre la science et le monde réel, d'avoir une approche beaucoup plus globale. Comme on l'a commencé, avec une expérience spectaculaire, Jean-Michel Courty. Après, on ira déjeuner.
qu'on n'a pas abordée, c'est la question des publics. Et le fait que les publics, aujourd'hui, déjà ça l'était, mais aujourd'hui encore plus, sont extrêmement hétérogènes. Chacun vient avec ses préoccupations, ses connaissances, etc. Et réussir à faire un discours qui puisse s'adresser à tous, c'est très compliqué. La question, c'est sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir parler à cette audience qui est aussi diverse. Et les expériences, notamment celle d'un musée. Voilà, ou dans un musée. Et en fait, ces expériences qui sont là, ça peut être une expérience commune qui va permettre d'avoir quelque chose que tout le monde va partager et sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et quelque chose qui est fait au Palais de la Découverte, c'est le fait de faire participer le public à ces expériences. Donc pour terminer, je voulais vous proposer une expérience où on va participer. Voilà. Donc cette expérience, c'est une expérience classique d'électricité. On va faire une pile. Alors vous connaissez l'expérience où, pour faire une pile, on va mettre 2 barrettes métalliques dans un citron avec de l'aluminium et du cuivre. Et puis, on va regarder la tension. Alors j'ai ici un voltmètre qui permet de mesurer la tension. J'ai ici une barre d'aluminium et une barre de cuivre, mais je n'ai pas de citron. J'ai en revanche des participants. Voilà. Donc je vais vous demander de venir, de venir prendre... Voilà, dans chaque main. Alors après, on pourra tout nettoyer. Et ben voilà, c'était à 0. Vous voyez, on a ici 480 millivolts, 0,4 volts. Moi, j'aurais pensé que c'était 480 volts. Ah ouais, non, pas 480 volts, etc. Bon, mais vous êtes tout seul, on va voir si on pourrait... Peut-être Sophie. Non, mais justement, ce qu'on va faire, c'est que Sophie... Voilà, je vais vous demander aussi de prendre. Ah ben non, justement, c'est pour faire du groupe, c'est pour faire du collectif. Ah oui, et donc... Et ben voilà. Bon, ben Sophie, on va être... Donc, en série, on parce que quand on fait une pile, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on accumule les barres. Donc là, je vais avoir une barre aluminium-cuivre, etc., avec un conducteur, etc. Et ben voilà, à 2, vous êtes plus fort. Voilà, 940, la somme des deux, 900 millivolts au lieu de 450. Et ensuite, pour terminer, eh ben, je voudrais plusieurs personnes qui sont là, parce qu'on a tout ce qu'il faut. Voilà, alors tenez, hop, donc vous pouvez mettre à côté, hop, voilà, allons-y, c'est fait pour. Ah ben voilà, 420, il y a un esprit, il y a des esprits contraires, et donc ça marche pas, alors voilà, donc là, effectivement, c'est comme ça que je le présente. Quand on est avec des étudiants, on fait, il y en a un, ça marche pas, puis on s'aperçoit que, bah oui, quand on a mis les piles, il y en a une, elle n'a pas les trucs dans les mêmes ordres que les autres. Au lieu d'avoir mis toutes les piles dans le même sens, il y en a une qui est en sens inverse, ça soustrait au lieu de s'additionner, etc. Je vous fais pas tout le truc, et hop, on peut échanger. Voilà. Et ben voilà, 1,350, etc. Et ensuite, sur la photo, peut-être, si vous voulez, Étienne Guis, Monsieur Macquart, etc., pour mettre toutes nos énergies ensemble pour la... Voilà, dans un sens positif. Voilà. Hop. Voilà, alors, hop. Tac. Non, on c'est sans danger. Allez, puis je vais mettre dans le cercle aussi. Hein. Voilà, hop. Tac. Les petites, etc. Donc là, voilà, on peut discuter. Quand on est avec les élèves, etc., on note les valeurs, on peut faire une courbe. Ça va faire 2,4. Ah. Non, mais qui tiennent, c'est pas compté. Et ben voilà, même un petit peu plus, 2,5. Voilà. Et donc, vous voyez, cette expérience, quand je la fais en conférence ou avec les élèves, c'est super, parce que bon, ça met un petit peu de bazar, ça fait toujours du bien quand on a resté toute une matinée assis et puis qu'on a faim. Ça permet qu'on est content de participer. On se prend des photos, les étudiants participent sur leur groupe Facebook, etc. Et ça fait des bons moments sur lesquels on a partagé et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour après faire de la science, parce que c'est quand même ça qu'on veut faire. Ah non, alors là par contre à distance ça ne marche pas encore. Désolé. Si,
Je ne sais pas s'il y a une toute dernière question, mais l'idée c'était de vous libérer pour la pause déjeuner. On reprend tout à l'heure à 14. Oui, alors, une communication? Je voudrais vous faire remonter une question qui a été posée sur le streaming YouTube en ce moment. Florence se demande si c'est vraiment du rôle du médiateur de faire en sorte de dire au public qu'il faut avoir confiance aux scientifiques. Je pense que c'était une réaction à l'intervention de À ce que M. disait Dillon. Justin Dillon, oui. Vous avez entendu, Justin? Est-ce que c'est au médiateur de devoir certifier que ce qu'il dit est vrai et de devoir inspirer la confiance? J'espère que tous ceux qui ont participé à cette expérience se sont lavé les mains parce qu'ils ont touché les mêmes objets. Quant à la question de la garantie de fiabilité de la science, je pense qu'il est toujours important, lorsqu'on tient des propos en face d'un public, lorsqu'on enseigne des choses, il faut toujours qu'il y ait des formes de garantie, de certification qui montrent que ce que vous dites est digne de confiance. En général, les étudiants font confiance aux enseignants. Je ne sais pas s'il y a des normes qui existent en ce qui concerne la communication scientifique. Ça pourrait être un problème. Mais la réponse, pour faire bref, c'est oui. Merci beaucoup, Mr. Dillon.